bienvenue à toutes et à tous. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à mes deux invités du jour que je suis ravie d'avoir réunis pour ce webinaire donc, sur le sujet Bicorp au service de votre stratégie climat. L'idée, en fait, était de vous partager les outils de la communauté Bicorp et de vous faire rencontrer deux personnes très inspirantes et engagées de la communauté. Je commencerai du coup par toi, Laurent. Tu es le cofondateur d'Axio. Est-ce que tu peux nous dire justement, Axio, ce que vous faites et puis si le bilan carbone, qui est un des outils dont on va parler aujourd'hui au service de la stratégie climat, si c'était un objet du quotidien, qu'est-ce que ça serait pour toi? Merci Sophie et enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Axio, donc on est une plateforme qui accompagne les entreprises dans la mesure et la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça inclut, pour commencer, un bilan carbone, mais ça va au-delà avec une vraie trajectoire carbone et des plans d'action. On reviendra là-dessus. Donc le bilan carbone, si c'était un objet du quotidien, de manière un peu simple, ce sera un peu un thermomètre, c'est-à-dire que ça permet de savoir où on en est en termes d'émissions, température qu'on atteint. Ça ne va pas tout seul nous dire comment on réduit et on atteint, on contribue à la neutralité carbone, mais c'est évidemment un outil indispensable si on veut être dans un monde qui est vivable. Merci Laurent. Et à côté de toi, j'ai Elisabeth Soublet, qui est la cofondatrice de Ma Bonne Étoile et aussi membre du conseil de l'association Bilab France. Donc avec ces deux casquettes, tu vas peut-être déjà nous dire un peu plus ce que vous faites chez Ma Bonne Étoile. Et puis aussi, pareil, si c'était un outil du quotidien, ça serait quoi pour toi le bilan carbone? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Ma Bonne Étoile est une entreprise qui conçoit et développe et vend des contenants réutilisables pour aider le plus grand nombre de passer à l'usage unique à du réutilisable. Et on a commencé par une gourde de compote réutilisable pour remplacer les petits gourdes de compote dont moi, avec 5 enfants, était une grande consommatrice. Donc, on a commencé là et tout ça centré évidemment dans un projet d'entreprise avec un maximum d'impact positif, donc production aussi locale que possible, et ainsi de suite. Et après, ça fait maintenant 4 ans que je suis élue au conseil d'administration de Bilab France pour représenter les TPE. Super. Et donc, vous, justement, même si vous êtes une TPE, vous avez fait votre bilan carbone. Et donc, si tu devais nous dire pour toi un bilan carbone, qu'est-ce que ça serait comme un outil du Ah oui, quotidien? je n'arrive pas en fait à sortir de mon schéma quotidien en fait des déchets. Donc, tout de suite, j'étais là. Ah bah, c'est le balance que j'utilise pour peser mes déchets. Sauf qu'on pèse des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. Merci pour cette première introduction et juste pour vous situer en fait dans la communauté Bicorp, donc on a aujourd'hui plus de 6000 entreprises qui sont certifiées. En France, Elisabeth, je crois qu'on a dépassé les 200 largement, si je me Oui, trompe on pas. est 270 quelque chose aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que le compteur s'ajuste de jour en jour. Mais donc la spécificité, c'est pour ça que je suis ravie de vous avoir autour de la table tous les deux, c'est que Ma Bonne Étoile, vous faites partie un peu des pionniers de cette communauté, puis vous êtes certifiés depuis 2015 et vous vous êtes recertifiés l'année passée. Donc peux nous dire 2 mots peut-être sur cet exercice de la recertification, Elisabeth? Oui, c'est toujours passionnant. Moi, j'étais une bêta-testeuse en fait de la version 6, qui est celle que j'utilisais. Donc aujourd'hui, on a fait 3 versions de BIA, parce que ça évolue et dans le bon sens en fait à chaque fois. Et donc la version 6, c'était encore plus dur que les autres, mais toujours très apprenant, très challengeant et dans un sens très positif de vouloir faire mieux et aussi de challenger. Je trouve le processus d'audit très bénéfique. Parce qu'il y a des choses donc on arrive à expliquer, d'autres choses où on comprend finalement, non, finalement, peut-être non, on n'est pas là encore. Et ça donne plein de pistes aussi d'amélioration. Et à côté de toi, du coup, Laurent, chez Axio, certification plus récente, mais en même temps, votre entreprise date de 2020. Qu'est-ce que vous avez appris peut-être de ce premier exercice? En fait, on a choisi très rapidement de faire la certification Bicorp parce que ça nous permettait en fait de construire dès le début une entreprise qui prend en compte l'ensemble des dimensions de la RSE. On connaît bien le carbone, mais on connaît au final assez mal les autres enjeux de par nos parcours. Et en fait, ça nous a pas mal challengé parce qu'on doit d'emblée se poser des vraies questions. Typiques, enfin, c'est tout bête, mais on était 3 associés à avoir monté ça, on était 3 hommes.
Donc, ça pose des vraies questions de comment on fait pour avoir une politique proactive, pour avoir plus d'égalité dans nos recrutements et après dans la construction des équipes, pour juste donner cet exemple. On s'est posé aussi des questions de transparence et de gouvernance. On est une start-up, on n'est pas forcément une entreprise qui est toujours rentable dès le début. Quel niveau de transparence on a auprès des salariés sur la trésorerie, sur notre stratégie de développement, nos levées de fonds. Donc ça, c'est des vrais enjeux qu'on a pu se poser dès le début grâce à Bicorp. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et je me tourne vers vous, du coup, qui êtes connectés aujourd'hui. Vous allez voir apparaître notre premier sondage pour savoir qui vous êtes. Est-ce que justement vous êtes une TPE, PME, plutôt une ETI ou une grande entreprise? On vous a donné des repères. Ou aussi également peut-être un consultant ou une consultante. Je salue au passage tous les leaders qui sont connectés aujourd'hui. Et peut-être aussi quelques consultants carbone issus des communauté 2 tonnes fresques du climat notamment. Donc je vous laisse voter pour nous dire un peu qui vous êtes et on va voir les résultats normalement s'afficher vous voyez les résultats s'afficher dans la partie sondage sur le côté. Et sans plus attendre, pour vous donner un peu la trame de notre cheminement aujourd'hui, on vous emmène en montagne en fait avec Elisabeth et Laurent, puisque chez Wiser Impact, on aime bien dire que un chemin Bicorp et plus largement, plus de façon plus resserrée, poser sa stratégie climat, qui est en fait l'un des axes et un des points de passage qui sera bientôt obligatoire en fait pour se certifier avec la révision du standard qui est en cours. C'est un défi d'alpinisme, on pourrait dire. Et nous avons tous et toutes, on va dire, un sommet commun à atteindre qui a été posé par les accords de Paris et que vous voyez matérialisé sur le dessin. Et sur ce chemin de crête, pour les entreprises, il y a ce défi justement de ne pas tomber dans un gros piège dont on reparlera, à savoir celui du greenwashing. Et en ayant toujours cette interrogation de quels investissements je fais et quel va être mon retour sur investissement d'investir dans ce sujet-là. Et donc sur ce sommet en particulier, Elisabeth, peut-être que tu peux nous partager justement la découverte et l'apprentissage que tu as eu en te plongeant sur ce sujet de la neutralité carbone. Oui, tout à fait. C'est un voyage que j'ai commencé à prendre en 2019 avec la communauté Bicorp. Et puis, c'est cette définition qui m'a beaucoup aidée à comprendre que c'est pas quelque chose d'individuel, justement, c'est bien collectif et c'est pas d'être à émission nulle, puisqu'on reste en fait des entreprises qui produisent des choses, qui consomment des choses. Donc ça, en dehors de personnellement être un arbre, c'est pas possible. Et du coup, ça aide en fait de comprendre que l'enjeu, en fait, c'est que ces activités soient compatibles avec un monde à l'équilibre. Et c'est vraiment ça ce qui m'aide, en fait, au jour le jour à comprendre, en fait, comment tout ça marche. Et alors, sur justement cette stratégie climat, donc qui sert justement à contribuer à ce monde à zéro émission nette, pendant le webinaire, on va voir vraiment en 3 temps. On va d'abord faire un focus sur cette partie mesure. Donc, on va revenir à notre petit outil du bilan carbone. Puis, on regardera plus précisément comment réduire, puisque c'est ça finalement l'enjeu. Et enfin, un grand enjeu de durabilité de la démarche pour atteindre en fait ce sommet du zéro émission nette en 2050, celui de pérenniser la démarche. Et donc, je vous propose de commencer par d'abord parler de cet outil de mesure, pourquoi et comment mesurer. Laurent, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui font un bilan carbone et peut-être aussi nous rappeler, on va dire, la contrainte qui est réglementaire existante, sachant que ce n'est pas l'une des seules raisons, bien sûr, de faire un bilan carbone. Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu un faisceau de raisons qui poussent les entreprises à réaliser un bilan carbone. Bon, il y a la partie réglementaire dont on va parler, mais en fait, plus fondamentalement, il y a une envie des entreprises de faire chacune leur part face à un enjeu qui est urgent et qui va encore nous occuper pour pas mal de décennies, qui est de réduire vraiment nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le bilan carbone permet de faire l'inventaire de toutes les émissions. Comme ça, on sait où on en est, on peut, d'une année sur l'autre, mesurer la réduction de ces émissions. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de clients qui demandent aux entreprises de communiquer sur le bilan carbone de l'entreprise et le bilan carbone des produits. On voit ça en B2B de plus en plus, avec des appels d'offres où maintenant il y a des points sur le bilan carbone. En B2C également, des clients qui ont envie de savoir quelle est l'empreinte carbone des produits.
Donc ça, c'est pas une obligation réglementaire, mais c'est vraiment un besoin business. Donc si on veut pouvoir travailler dans un monde bas carbone, il va falloir mesurer son bilan carbone et le communiquer à ses clients. Ensuite, il y a un vrai enjeu d'image de marque, à la fois d'image de marque et de marque employeur. Donc c'est à la fois en interne et en externe. Si on veut recruter des jeunes, si on veut garder de la motivation pour ses équipes, c'est compliqué d'avoir cette dissonance et d'avoir une entreprise qui ne fait pas le travail en interne, de travailler sur le sujet. On voit qu'il y a des enjeux de coût. Ce n'était pas l'argument le plus prégnant il y a un an, mais la guerre en Ukraine et tout ce qui s'est passé sur les marchés de l'électricité et du gaz a montré qu'en fait, on a des vrais risques de transition et de volatilité sur les prix de l'énergie. Et un bilan carbone, ça permet d'identifier des gisements d'économie. Il y a un autre argument qu'on voit de plus en plus, là sur les 12-18 derniers mois, c'est assez flagrant, c'est les enjeux avec les investisseurs. Les fonds d'investissement qui investissent dans les entreprises, ils vont potentiellement revendre le capital dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, si l'entreprise n'a pas pris le virage de la transition, elle ne vaut plus forcément grand-chose, et donc les investisseurs, ils ne vont pas arriver à avoir le rendement qu'il leur faut. Même chose pour les banques qui font des prêts. Si elles veulent que la dette soit remboursée, il faut s'assurer que l'entreprise soit pérenne. Et quand on parle de transition à 2030, en fait, on est sur des horizons de temps où les prêts vont devoir être remboursés sur cet horizon ou même au-delà. Et après, il y a un peu le dernier point qui est très honnêtement pas le principal driver, nous, qu'on voit auprès des PME, qui est de respecter des réglementations ou de les anticiper. Donc sur la partie réglementaire, pour faire un bref rappel, aujourd'hui, il y a des sujets en France et en Europe. Il y a 2 objets réglementaires qui sont un peu en train de fusionner. Il y a les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. C'est toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Ça a été mis à jour en début d'année, la réglementation. Maintenant, c'est toutes les émissions directes et indirectes. Donc, il faut bien compter le scope 3 à au moins 80%. Mais en fait, globalement, il faut le mesurer pour être capable de répondre à cette obligation. Et il y a une autre obligation qui est sur les déclarations de performance extra-financières, qui ne sont pas qu'en France, qui sont partout en Europe, et qui ne couvrent pas que le carbone, qui couvrent aussi d'autres dimensions de la RSE. Et donc là, c'est des seuils en fonction du chiffre d'affaires et du bilan. Donc ça, c'est des réglementations qui sont déjà en place. Et il y a un gros paquet réglementaire qui s'appelle la CSRD, qui est en gros la généralisation de ces déclarations de performance extra-financière, qui a été votée. Donc là, on est à la phase de transposition en droit national, mais la directive a été votée au niveau européen. Et ce qui va se passer, c'est qu'à horizon 2026-2027, toutes les entreprises en Europe, d'abord de 250 salariés et plus, et après toutes les PME, même en France et en Europe, vont devoir faire ce reporting très exigeant, extra-financier, avec des éléments quantitatifs et des éléments de trajectoire et d'objectifs. Donc là, on est vraiment sur une phase de massification, parce que sinon, on ne va pas être capable collectivement de piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre à laquelle l'Europe s'est engagée. Et au-delà justement de cette contrainte réglementaire que tu nous as très bien expliqué, il y a aussi des démarches volontaires en fait de la part des entreprises et dans les démarches volontaires, il y a une potentielle labellisation par exemple B Corp et je voulais juste faire un petit focus sur comment ce sujet du bilan carbone, il est capturé dans du coup l'outil d'évaluation, d'impact, donc le BIA, pour ceux qui connaissent, le B-Impact Assessment. Donc dans B Corp en fait, déjà il y a une première chose à savoir, c'est que les points, l'allocation des points est tributaire de votre secteur d'activité. Donc là, on voit une entreprise comme Ma Bonne Étoile dans la distribution aura en fait plus de points associés à ce sujet climat en fait qu'une entreprise de services comme Axio ou comme Wiser Impact. Ce qui quelque part est logique en termes de c'est quoi ma contribution et à quel point ce sujet est matériel pour mon industrie et ma réalité. Ensuite, les questions, vous allez les retrouver si vous créez un compte gratuitement sur la plateforme, dans la section à la fois gestion environnementale, où on vous interroge vraiment sur, de façon globale, comment je gère ce sujet de l'impact environnemental. Et le carbone est un des sous-sujets. Et puis, vous avez une section vraiment dédiée air et climat, où vous avez toute une série de questions. Je voulais juste vous en mettre une en exergue ici, qui justement montre cette progression autour de première étape, oui, je mesure mes émissions et une fois que vous les mesurez, on vous demande très concrètement combien vous émettez et quelle est l'intensité de ces émissions. Et par ailleurs, step d'après, j'ai posé un plan de réduction et ce plan de réduction, il est même aligné avec la science. Donc ça, c'est si vous avez posé une stratégie SBT.
on reviendra dessus. Laurent, j'ai une question pour toi là-dessus dans quelques instants. Et donc voilà un peu comment dans Bicorp, on va dire, on vous met en mouvement sur le sujet climat. Et je vous le mentionnais en introduction, ce sujet climat est un des sujets clés de la révision du standard qui est en train de se faire et qui entrera en vigueur début 2024. C'est un des 10 piliers en fait de ces nouvelles exigences qui sont encore en cours de construction. Elisabeth, alors peut-être petite question si tu es OK pour partager en 2 mots, c'est quoi cette révision des standards qui est en train de s'opérer? Oui, tout à fait. C'est une révision qui était nécessaire et qui suit vraiment ce qui est une réflexion de ce qu'on vit dans notre monde et dans le monde, en fait, si on va l'appeler ça plus globalement, en fait, des RSE. C'est-à-dire que on voit depuis le temps qu'existe le BIA, depuis 10 ans presque maintenant, qu'avec ce système de pouvoir construire des points là où on est fort, il n'y a jamais de points négatifs, que des points positifs. Mais qu'en construisant des points positifs, et surtout si on a des modèles d'affaires impact sur certains piliers, on peut avoir quelque part un petit peu des lacunes sur d'autres. Pas exactement des lacunes, mais voilà, on peut être un peu moins fort ici et très très fort ici. Et il peut avoir un manque donc d'harmonie dans son impact positif. Et voulons en fait adresser cette question, le département des standards de Bilab est en train de mettre en place un système où il y a plutôt en fait, au lieu d'avoir 5 piliers, il y aura 10 thèmes et il y aura des minima qui semblent donc faire consensus de ce qui est très important pour être une entreprise plus modèle. Et on reviendra justement sur cet aspect, le climat qui est une de ces 10 exigences, la genèse en fait de pourquoi ça a été identifié comme un sujet matériel. Mais avant ça, j'ai une question pour toi parce que vous, finalement, chez Ma Bonne Étoile, aucune obligation en fait réglementaire de faire un bilan. Donc pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Et surtout, pourquoi vous vous êtes lancé aussi dans une ACV de votre produit? Parce que Laurent en parlait avant, il y a le bilan de l'entreprise et puis il y a le bilan, l'empreinte environnementale des produits. Donc qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ça, c'était vraiment grâce au BIA. Donc, comme tu as montré sur des salles précédentes, nous, on est devenu Bicorp moins d'1 an après avoir lancé notre activité. Donc, les deux choses sont allées de pair. Et on a vu tout de suite que si on voulait pouvoir prouver ce que nous, on donnait, on disait étaient les bienfaits en fait, de nos produits, il fallait faire un ACV. Donc, c'est quelque chose, à cette époque-là, pour une entreprise de notre taille, que personne ne faisait. Nous, on était obligés, si on voulait pouvoir avoir des certifications Bicorp avec ce modèle d'affaires à impact. Et donc, très tôt, on s'est mis à cet exercice et ça nous a permis non seulement donc, d'obtenir la certification Bicorp, mais ça nous a aidé aussi dans d'autres démarches avec des distributeurs, avec des financeurs, etc. C'est quelque chose après qui est aussi très utile de façon globale. Et justement, comment vous mesurez vos émissions en tant qu'entreprise cette fois-ci, au-delà de la CV que vous avez fait sur votre produit phare, la Squeeze? Au-delà de la CV, donc nous, c'est vraiment le BIA. C'est notre outil phare de mesure d'impact qu'on utilise tout le temps à chaque fois qu'on approche une recertification. À chaque recertification, on pose en fait les objectifs pour la prochaine fois. Parfois, ça change un peu puisque le BIA change. Et là, ça va changer pas mal. Mais les objectifs, en fait, ils restent toujours. C'est toujours une bonne idée, une bonne façon de procéder puisque on se donne vraiment, voilà. On va vers le sommet. Si on n'arrive pas totalement, c'est peut-être OK. On va être très, très proche. Mais vous allez dans la direction. Et alors justement sur le sujet Exact. climat, comment vous avez fait pour mesurer vos émissions, votre donc, bilan? on a eu la chance donc, de faire partie de ce groupe de travail de climat en France dans la communauté des Bicorp dès ses débuts en 2019. Et on était plusieurs petites et plus grandes entreprises à n'avoir jamais fait de bilan carbone. Et du coup, il y a un membre de ce groupe de travail, Tuvalu, qui s'est proposé d'être lead en fait sur un cohorte. On était peut-être à peu près 8 à l'époque, en 2019, fin 2019, de débuter un premier bilan carbone. Et ça s'est très bien passé. C'est toujours bien de faire ça en groupe, puisque du coup, on compare les points de difficulté, les best practices, etc. Et après, donc, suite à ce premier bilan carbone,
la communauté aussi construit un partenariat avec l'ADEME pour faire la démarche ACT pas à pas. Okay. Donc, Et alors, voilà. ACT, on en parlera parce que ça vous a, Oui. au-delà de cette photographie, ça vous a aidé à réduire, mais ça me fait justement une très bonne transition vers notre deuxième partie. Mais avant ça, question pour toi, Laurent. C'est en fait à quel moment finalement c'est bien de quitter on va dire le bilan carbone Excel hein, avec lequel pas mal d'entreprises commencent en fait pour aller vers un outil SaaS comme le vôtre ou d'autres qu'on a vu émerger sur le marché et finalement comment on fait plus largement pour se lancer dans son bilan carbone. Bah, ce qu'il faut voir, c'est qu'un bilan carbone, il faut se dire que c'est vraiment un projet d'entreprise. Donc, il y a une date de début, une date de fin. Il faut avoir le management qui est mobilisé et qui est moteur, parce qu'en fait, on va avoir besoin d'un peu de support de pas mal de contributeurs. Il faut quand même, enfin, on peut avoir des cultures d'entreprise très collaboratives, mais c'est quand même pas mal d'avoir au moins quelqu'un qui coordonne ou qui est chef de projet. Et on a besoin d'identifier des contributeurs clés au RH, au contrôle de gestion, à la logistique, dans la gestion du patrimoine et des bâtiments, etc. Parce qu'en fait, on a besoin de données assez de données d'activité physique un peu partout dans l'entreprise pour être capable de mesurer son impact. Et après, c'est un projet en soi, il faut se donner un planning, se dédier du temps pour le faire bien. Et c'est une démarche, on va dire, apprenante et itérative, parce qu'on peut toujours affiner les chiffres. L'enjeu, c'est de prioriser. Et quand on fait un premier bilan, il ne va pas être parfait, mais ce n'est pas grave. Il y aura quand même énormément d'enseignements pour voir quelles des actions de réduction on peut mettre en place. Donc voilà, il faut un peu faire un 80-20. Ça fait partie de la démarche. Le meilleur moment pour faire son bilan, c'est maintenant. Enfin, le meilleur moment, ça aurait été il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout simplement. Et après, se poser la question de comment on y va. Est-ce qu'on y va seul? Est-ce qu'on passe par un cabinet de conseil? Est-ce qu'on utilise une plateforme? Il y a pas mal de plateformes qui se développent pour essayer de proposer quelque chose de plus simple d'usage qu'un Excel. Nous, les critères qu'on voit quand on échange avec des entreprises, c'est est-ce qu'il y a un enjeu de fréquence? Est-ce qu'on veut remettre à jour chaque année son bilan? Auquel cas, une plateforme peut être plus simple à utiliser qu'un Excel qui, en général, a tendance à un peu dériver au cours du temps, à devenir un peu compliqué. Il y a un deuxième sujet, c'est la complexité de l'organisation et du métier. Si on a plusieurs sites, pas mal de métiers, des contributeurs dans différents pays, différents endroits, les échanges d'emails et des Excel ou les Google Sheets, ça peut devenir assez compliqué. Enfin, on peut y arriver, mais ça peut prendre pas mal de temps de s'en sortir, là où une plateforme va être vraiment conçue pour ça. Et le dernier point, c'est si on fait le bilan avec l'objectif derrière de se donner un plan d'action, de le quantifier, de mesurer de combien on réduit les émissions, on pourrait le faire là aussi dans un Excel, mais on va avoir là beaucoup d'onglets, quelque chose d'un peu compliqué, là où une plateforme est conçue pour et fait vraiment le lien entre le bilan chaque année et les projections, les plans d'action, etc. Je ne sais pas si Sophie nous entend toujours ou si elle a peut-être été un peu bloquée. Puis elle s'est prévenue que peut-être elle allait avoir une mini coupure d'Internet chez elle. Ouais, elle a toujours une coupure d'Internet et la voici. Oui. Voilà. Comme on n'a pas la main sur les dispositifs, par contre, on est un tout petit peu perdu. Ouais, on a un sondage pour juste après, mais c'est Sophie qui peut le lancer, donc je peux. Je reviens. Yes, je vous avais dit, une petite micro-coupure. Elle était maintenant, voilà. Mais ça tombe bien, effectivement, vous avez pensé au sondage, puisque voilà, après ce premier partage, vous en êtes où avec votre entreprise justement sur ce bilan carbone? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Donc vous l'avez mené même vous au sein de votre structure? Est-ce que vous l'avez fait avec un appui externe, ce qui est par exemple nous le cas chez Wiser Impact? Est-ce que peut-être vous le faites avec vos clients, vous êtes vous-même accompagnant en fait dans cette posture de guide ou non et vous vous posez encore la question? Je vous laisse voter et puis découvrir les résultats dans la partie sondage sur le côté. Et sans plus attendre, parlons justement une fois qu'on a fait ce premier point de mesure, comment réduire et comment réduire dans le temps, avec une première question peut-être pour toi. Alors, d'abord un point on va dire de cadrage global. Je vous rappelle ce sommet dont parlait Elisabeth tout à l'heure, celui collectif de la neutralité de carbone et de se dire comment l'entreprise se met en mouvement et va contribuer en fait et se mettre dans une
trajectoire compatible avec cet objectif. Au niveau mondial, on sait déjà qu'en 2030, l'idée, c'est d'avoir au moins réduit de moins 45% par rapport au niveau 2010. Ça, c'est un peu le cadre que se sont donnés les États. Et donc, c'est ce que vous disiez aussi, Laurent, auparavant. On est sur des horizons de temps finalement très court terme que sont en train de regarder de près les investisseurs. Et donc, ma question pour toi, Laurent, on parle de neutralité carbone, on parle de net zéro, de science-based target, donc trajectoire alignée avec la science. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair justement dans ces termes qui sont parfois utilisés à tort et à travers? Avec plaisir. Donc là, les 2 pages que je vais montrer, c'est, tiré d'un référentiel qui a été proposé notamment par l'ADEME et Carbone 4, qui est la Net Zero Initiative, qui a fait un super boulot pour un peu cadrer d'un point de vue méthodologique ce dont on parle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réchauffement climatique, c'est un déséquilibre entre des émissions, anthropiques, donc l'humanité émet, chaque année environ 40 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, de CO2. Et donc, on a naturellement la Terre qui absorbe certaines émissions, on appelle ça des puits non anthropiques. Il y a une partie qui va dans les sols, dans les arbres, dans les océans également, ça les acidifie. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et donc, on va avoir la concentration de gaz à effet de serre qui augmente dans l'atmosphère, et c'est ça qui crée ce déséquilibre. Ce qu'il faut, c'est avoir autant d'émissions que de captation de CO2. Pour prendre une analogie, si on dit que c'est une baignoire qui est en train de déborder, il faut à la fois fermer très rapidement le robinet, qu'il y ait 10 fois moins d'eau qui rentre, et un peu déboucher le siphon qui aujourd'hui est un peu embouteillé. Donc on n'a pas trop, aujourd'hui, on est plus en train de couper des arbres que d'en planter sur Terre. Donc c'est ça l'enjeu de la neutralité. Il y aura toujours des émissions, a priori. Enfin, l'humanité ne va pas arriver à l'horizon du siècle à ne plus rien émettre. Par contre, on peut stocker plus de CO2 jusqu'au moment où on arrive à l'équilibre. Et c'est ça l'enjeu de la neutralité carbone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de niveau mondial. Si après on décline à l'échelle d'une entreprise, on voit bien qu'il y a 2 choses. Il faut réduire les émissions, augmenter les puits. Si on parle de réduction des émissions, il y a 2 choses en fait. Il y a réduire ses propres émissions, donc on va mesurer chaque année les émissions qu'on induit. Et donc c'est ça qu'on appelle le bilan carbone. Ça permet de mesurer chaque année ce qu'on a émis comme gaz à effet de serre. Il y a quand même un deuxième levier qui est intéressant, pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, c'est de voir comment on peut contribuer à un monde qui soit bas carbone. Est-ce qu'on peut réduire les émissions d'autres acteurs dans sa chaîne de valeur ou ailleurs? Donc là, c'est tout le sujet qu'on appelle des émissions évitées. On parle parfois de scope 4. L'idée, c'est si je vends un produit qui est moins émissif que la moyenne, dans ce cas, c'est bien que mon activité se développe. Si je vends des scooters électriques, est-ce que ça remplace des scooters thermiques? Au global, c'est vertueux. Par contre, si je vends des scooters électriques et que ça remplace des gens qui utilisent la marche à pied, c'est moins bien que la situation d'avant. Donc ça pose des vraies questions de business model, de stratégie de communication, de développement de l'entreprise, de manière à ce qu'elle contribue à cet objectif mondial de réduction des gaz à effet de serre. Et à côté, il y a un autre enjeu qui est d'augmenter les puits de carbone. Et donc là, c'est vraiment des émissions, on va dire, négatives. Il y a des gaz à effet de serre, donc du CO2 dans l'atmosphère. Il va être stocké physiquement. Donc là, la meilleure technologie qu'on ait à date, c'est les arbres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place sur Terre pour planter autant d'arbres que les émissions qu'on a aujourd'hui. Il y a quasiment un facteur 10 entre les deux. Donc il va falloir baisser de 90% de nos émissions. Et après, stocker les émissions résiduelles en finançant des projets. C'est ça qu'on appelle la contribution carbone. Plutôt, et alors tu emploies le terme contribution carbone et pas compensation carbone. Est-ce que tu peux nous Oui, dire justement, le terme compensation donne l'illusion que si on émet des gaz à effet de serre, on peut financer quelque part et les stocker ailleurs. Le sujet, c'est que aujourd'hui, même si on faisait tout bien, on pourrait stocker dans la durée que 10% de ce qu'on émet. Donc en fait, on n'a pas d'équivalence entre une tonne de CO2 qui est émise et une tonne de CO2 qui est captée. Il n'y a pas d'équivalence parce qu'on voit bien qu'au niveau mondial, ça ne boucle pas parce qu'on émet beaucoup trop de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il n'existe pas de règles pour ventiler par pays, par secteur, par entreprise ces stocks de carbone qu'on pourrait financer. Donc c'est en fait une contribution volontaire à un objectif global de neutralité carbone. S'il y avait une règle, et je veux dire, c'est pas forcément
souhaitable qu'il y ait une ventilation entre les entreprises. Sinon, il y a des entreprises qui peuvent être extrêmement rentables et qui pourraient financer plus. D'autres entreprises qui sont moins rentables ou qui ont moins ou qui émettent beaucoup par rapport à leur activité, ça ne serait pas forcément logique qu'elles aient énormément à payer de la contribution carbone. Un transporteur, le secteur du transport, petit transporteur, il y a plein de PME, le taux de marge est entre 0 et 5%. Elles travaillent pour d'autres acteurs, il se trouve que c'est elles qui possèdent les camions et qui les gèrent. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement eux qui aient à contribuer à cet objectif global. Ouais. Merci pour cette précision. Et alors, justement, je te parlais de SBT. De quoi Ouais. parle-t-on là? Alors, même s'il n'y a pas aujourd'hui de ventilation parfaite par secteur, par entreprise, par pays, des émissions, il y a des initiatives, dont la Science Based Target, qui essaient de ventiler les objectifs climatiques des États au niveau de différents secteurs. Donc, les principes, c'est qu'il faut prendre le secteur qui correspond à l'activité de son entreprise et mettre en œuvre définir une trajectoire avec une réduction rapide et importante des émissions. Il y a des objectifs qui sont à court terme. Donc, le court terme, quand on parle de climat, c'est 2030. Et le long terme, donc il faut se rapprocher autant que possible de 0 à 2050. Et on a un droit à avoir des émissions résiduelles qu'on pourrait neutraliser en finançant des projets de stockage de carbone. Mais maintenant, dans le nouveau droit référentiel SBT, on voit que cette part résiduelle, elle est très faible. C'est 10% des émissions d'aujourd'hui. Donc en fait, on voit qu'on commence à être dans le dur de la transition et qu'on ne va pas juste pouvoir financer des stockages de CO2 parce que ça ne marche pas. Et il y a à côté des sujets d'investissement et de financement de projets climatiques en plus des réductions. Donc c'est vraiment un cadre méthodologique sérieux où en fait on définit une trajectoire, on la soumet à un comité scientifique indépendant qui vérifie que c'est cohérent par rapport aux hypothèses d'évolution du secteur. Et ensuite, on a plusieurs années pour avancer et vérifier chaque année qu'on avance comme prévu dans sa roadmap. Merci Laurent pour toutes ces précisions. Et alors, je reviens sur l'initiative prise en 2019 par le mouvement Bicorp et que vous avez rejoint, Elisabeth, à l'époque, cette fameuse Net Zero 2030 qui a depuis évolué l'année passée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus où en est ce collectif dans le collectif, puisqu'il existe du coup un Bicorp Climate Collective. Et vous, Ma Bonne Étoile, comment vous contribuez à ce collectif ? Oui, merci. Donc, ce que s'est passé en 2019, c'est qu'il y a un des fondateurs de Système AB, donc les Bicorp en Amérique du Sud, qui s'appelle Gonzalo Munoz, qui était le champion du climat, le Climate Champion, pour le COP de 2019, qui devait en fait avoir lieu en Chili, qui s'est tenu en Espagne à la fin. Et donc, lui a décidé d'utiliser son temps de parole un petit peu, ça tombe en fait de présence médiatique pour associer la communauté Bicorp à une action phare en fait en faveur du climat. Et à l'époque, avec les connaissances qu'on avait, tout le monde était déjà d'accord qu'il fallait qu'on atteigne planétairement la neutralité avant 2050. Lui, il s'est dit, nous, comme le thème en fait du mois Bicorp, du mois de mai, c'est aller au-delà, nous allons aller au-delà. Et on va le faire en 2030. Qui, à l'époque, en fait, semblait, pourquoi pas aller plus vite que les autres. Et donc, c'était un engagement à cette époque sur l'atteinte, en fait, de neutralité carbone en 2030 et aussi une atteinte de neutralité individuelle. Et il s'avérait, donc, que tout le monde a travaillé après, les scientifiques, etc. Et on a compris que ça marchait simplement juste pas comme ça. D'une part, c'est pas quelque chose d'individuel, on ne peut pas compenser ses propres émissions, ça ne marche pas. Et deuxièmement, 2030, en fait, c'est pas une date vraiment très réaliste pour la plupart en fait des entreprises. Donc, en se disant aussi avec beaucoup d'humilité et intelligence que le BIA, que notre démarche n'était pas spécifiquement basée sur le climat et qu'il y avait d'autres acteurs spécialisés dans ça, peut-être plus légitimes pour gérer ce genre en fait d'engagement. Et donc, l'association au niveau monde a décidé de
plutôt que d'essayer d'avoir un engagement unique, de travailler avec d'autres acteurs, donc le Science Based Targets Initiative et le SME Climate Hub, selon la taille de l'entreprise. Et ils ont demandé, en fait, toutes les personnes qui sont engagées dans cette première version de Net Zero 2030 de s'engager avec ses partenaires pour pouvoir continuer à faire partie d'un engagement qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment il s'appelle. Probablement, il s'appelle juste Net Zero, puisqu'encore une fois, le 2030, faut l'enlever. Oui, ça n'a plus forcément beaucoup de sens. Et alors, Voilà. avant que tu nous parles du contexte français, Oui. justement, chez Ma Bonne Étoile, donc vous avez rejoint ce collectif là, et où vous en êtes justement, de votre trajectoire de réduction? Donc, nous, dans notre trajectoire, on est en train de terminer notre plan avec ACT. Donc, on a fait notre bilan carbone et là, on est en train de terminer notre plan de transition qui est un petit peu long à poser et même peut-être un peu contre-intuitivement, ou je ne sais pas, un peu plus compliqué quand on est petit, puisque du coup, les posts, ils ne sont pas hyper nombreux quand on cherche à émettre encore moins. Et comme aussi a souligné Laurent, quand on parle d'un monde à l'équilibre, il va falloir peut-être aussi qu'on comprenne, qu'on accepte qu'il y a certaines entreprises qui doivent avoir le droit d'émettre puisque leurs activités sont en parallèle bénéfiques et permettent de réduire. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on est en train de tenter de mieux comprendre par rapport à notre trajectoire personnelle. Et alors justement, vous avez travaillé sur cette trajectoire de réduction en collectif au sein du groupe de travail climat de la communauté Bicorp en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette initiative ? Oui, c'était vraiment, c'est toujours en fait un super partenariat puisque à la fois ça impliquait des Bicorp qui voulaient faire leur plan de transition et à la fois aussi des prestataires de la communauté. Donc il y a 3 prestataires qui sont engagés, Utopie, BNL, Evolution et Tuvalu, qui sont engagés à accompagner une dizaine d'entreprises de la communauté sur la construction de leur plan de transition. Et nous étions donc la plus petite en fait du groupe et de nouveau on était avec Tuvalu et très content de faire ça avec eux. Aujourd'hui c'est en train de se terminer ce premier cohorte et la nouvelle cohorte est en construction. Donc s'il y a des personnes ou des entreprises aujourd'hui intéressées de suivre la fournée 2 de cette action, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Bilab qui pourrait vous mettre en relation en sachant que c'est aussi pas mal, il y a des aides de l'ADEME qui sont inclus en fait dans tout ça. Donc il y a aussi une incitation à se mettre en action. Super. Et donc, pour contexte, donc, c'est pour la communauté française, en l'occurrence, et à travers le groupe de travail climat que vous retrouvez dans les canaux de communication. Mais alors, je reviens avec une question pour toi, Laurent, sur justement, tu nous as parlé de comment mener son bilan carbone. Et on vient de voir l'exemple d'Elisabeth, comment eux, ils sont passés au plan d'action avec la méthodologie ACT. Mais plus généralement, est-ce que tu peux nous expliquer en termes de méthode comment on fait cette transition vers le passage à l'action ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'un bilan carbone, si on s'arrête aux résultats et on attend des émissions de gaz à effet de serre, en fait, on n'a rien fait pour le climat, parce qu'en fait, il ne va rien se passer. Donc, c'est vraiment indispensable de garder du temps pour le plan d'action, d'où les sujets de 80-20 et de prioriser et de ne pas s'épuiser sur le calcul. Une fois qu'on a fait le bilan, on peut définir des objectifs à court, moyen, long terme. C'est bien de se donner des objectifs à 1-3 ans, comme ça on est dans le rythme de l'entreprise, à moyen terme, qui peuvent être à 5-10 ans, et après à long terme, on se projette vraiment dans 20 ans, 30 ans, comment sera mon secteur. Et des objectifs, ça va être là des objectifs de réduction. Il faudra arriver à réduire les émissions de notre logistique de moitié dans 10 ans. Enfin voilà, on ne sait pas encore comment on va y arriver, mais on se donne déjà des objectifs, un niveau d'ambition. C'est parce que si on ne donne pas un niveau d'ambition, on ne va pas arriver à mobiliser les gens. Et ensuite, pour concrètement atteindre ces objectifs, on va se lister toutes les actions concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre. Alors certaines vont être pas forcément triviales à mettre en œuvre tout de suite, mais il faut au moins se faire cette liste détaillée de tout ce qui pourrait être fait. Quand c'est possible, quantifier le potentiel de réduction, typiquement passer d'une logistique camion diesel à biogaz ou électrique, ou passer d'un chauffage au fioul ou gaz à de la pompe à chaleur et de l'électricité, on peut déjà avoir des bons ordres de grandeur. Il peut y avoir des sujets typiquement sur son scope 3, sur les achats,
ou si on dit qu'on va faire du sourcing local, bah, on n'est pas sûr de quel pourcentage on va vraiment arriver à sourcer en local, ou avoir des produits qui sont moins émissifs. Bah, on n'est pas sûr de à quelle vitesse ces fournisseurs vont être capables de basculer là-dessus. Bon, donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas engager la discussion avec les fournisseurs et essayer de donner un ordre de grandeur de ce qui peut être atteint. Et ensuite, on va avoir quand même un certain nombre d'actions, potentiellement on en a beaucoup, et c'est important de les prioriser. Je vais montrer après comment on peut les prioriser, parce qu'on ne va pas pouvoir tout mettre en œuvre tout de suite. Une fois de plus, on en a jusqu'à la fin de nos carrières et la fin de nos vies pour s'occuper du climat, donc on ne va pas tout faire en 6 mois. Par contre, il ne faut pas non plus ne rien faire. Il faut se dire qu'on se lance dans un marathon, et donc il va falloir avancer là-dessus dans la durée. Et pour avancer dans la durée, si on n'a pas des responsables pour la mise en œuvre de chaque action, on est à peu près sûr qu'il ne va rien se passer, parce qu'au bout de 6 mois, on aura oublié. Donc, une fois qu'on s'est donné des grands objectifs, une liste d'actions concrètes dont certaines, on a pu les quantifier, qu'on les a priorisées, c'est impératif de bien avoir un responsable pour s'assurer que tous les 3 mois, tous les 6 mois, on voit comment on avance là-dessus. Donc, j'ai un exemple de priorisation. Là-dessus, il n'y a pas un besoin de méthodologie particulièrement innovante. On peut déjà se dire, en termes d'impact, est-ce que c'est plus ou moins élevé? Est-ce que c'est plus ou moins difficile à mettre en œuvre? Et difficile, ça peut être parce que ça peut coûter cher, parce que le sujet est compliqué, parce que la technologie n'est pas encore là ou pas maîtrisée. Donc déjà, on peut se positionner tous les sujets sur une sorte de matrice. Et ça permet déjà de prioriser. C'est bien d'avoir des victoires un peu à court terme, c'est bien d'avoir des chantiers un peu plus stratégiques. Et sur chaque action qu'on voit ici, s'assurer qu'on a bien des responsables pour que les choses avancent, et ensuite également mettre en place une gouvernance. On va revenir là-dessus après sur la partie pérennisation. Donc ça, c'est déjà pour prioriser les actions. Et après, quand on est sur l'étape de vraiment quantifier, nous, la manière dont on présente, et c'est aussi comme ça que fonctionne SBTI, sur chaque morceau du bilan, on va se donner un objectif. Voilà, j'ai mis jusqu'à 2035, donc c'est du moyen terme. Voilà, on veut baisser ici, on veut passer de 250 à 163 tonnes, ça fait moins 40% environ, moins 30, moins 40%. Et donc ça, c'est un niveau d'ambition, on n'est pas sûr de comment on va y arriver, mais on sait que de toute façon, si on veut être dans les clous par rapport aux objectifs des accords de Paris, c'est vers ça qu'il va falloir tendre, et c'est ça que vont demander les clients, c'est ça que vont demander les investisseurs, les banques. Donc on sait que c'est à cette sauce-là qu'on va être mangé dans la décennie à venir. Donc il faut se poser le niveau d'ambition. Et après, nous, en fait, on définit des plans d'action beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus concrets, qui souvent atterrissent pas exactement à ce niveau d'objectif, parce qu'on ne sait pas encore comment on va arriver entre 2032 et 2035 pour réduire telles émissions. Mais c'est pas grave pour l'instant, il faut juste commencer à avancer, et les années passant, on peut voir les progrès, voir d'autres actions, voir sa chaîne de valeur qui bouge, et progressivement se rapprocher de l'objectif qu'on s'est fixé. Merci Laurent. Et alors justement, la parole maintenant à vous à travers un dernier sondage sur où vous en êtes vous sur votre stratégie climat. Donc, est-ce que vous avez, enfin vous en avez pas encore posé, peut-être que vous avez déjà identifié des actions et posé, mais pas posé d'objectifs de réduction comme ce que nous montrait Laurent juste avant. Peut-être au contraire, vous avez déjà des objectifs, mais ils ne sont pas forcément alignés avec la science, donc c'est-à-dire avec la trajectoire des accords de Paris qu'on mentionnait plus tôt. Ou peut-être que vous êtes, et alors là, champion, bravo, vous êtes déjà dans des objectifs alignés avec la science. Je vous laisse répondre et voir la réponse sur le côté avec tous les participants. Et je vous propose de passer à notre dernière partie sur comment pérenniser. On a vu justement comment mesurer, comment se mettre en mouvement pour réduire, mais c'est pas tout. C'est un marathon, comme le disait Laurent en fait. Et donc première question dans cette partie, justement pour toi Laurent, comment on tient le marathon de la stratégie climat dans le temps en fait? Bah, nous, notre manière de présenter, il y a un peu 4 sujets. Il faut améliorer sa mesure carbone, parce qu'une fois de plus, elle ne va pas être parfaite dès la première année. Il faut sensibiliser, mobiliser, mettre en place une gouvernance en interne. Il faut réduire, et ensuite communiquer. On les a mis dans cet ordre, hein. Pourquoi d'abord améliorer sa mesure? Bah, en fait, si on veut garder la motivation dans la durée, c'est important de pouvoir suivre ses progrès. Donc mesurer son bilan chaque année, c'est un bon moyen de le faire.
Et la logique du bilan carbone, vu qu'on est sur tout le cycle de vie de l'entreprise, on inclut forcément l'empreinte carbone liée aux achats. Donc, ça veut dire qu'il va falloir engager un dialogue avec ses fournisseurs pour comprendre leur empreinte carbone et comment on peut ensemble trouver des manières innovantes de réduire les émissions. Et il y a le même sujet en aval. Une partie de l'empreinte peut être du côté des clients. Donc, il y a un enjeu de comprendre l'usage que font les clients de ses propres produits. L'exemple tout bête que je donne souvent, c'est dans la lessive, la moitié de l'empreinte carbone est en aval pour chauffer l'eau des lave-linges des personnes chez elles. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de sensibiliser les clients, les utilisateurs là-dessus, et de proposer quelque chose qui fonctionne bien à basse température. Et si c'est pertinent, on peut faire comme ce qu'a fait Elisabeth, réaliser une analyse de cycle de vie à la manière produit, qui est une étude encore plus précise. Donc ça, c'est la première étape, chaque année, s'améliorer avec sa chaîne de valeur sur la mesure. Ensuite, pour y arriver, il va falloir sensibiliser ses équipes. Donc il y a des ateliers fresques du climat, ateliers d'automne qui fonctionnent très bien pour ça. Et ce qu'on conseille toujours, c'est de définir une gouvernance avec un ou plusieurs membres du comité de direction qui sont présents, un chef de projet qui est typiquement responsable RSE ou développement durable, et très important, des référents pour la transition bas carbone dans les différents métiers. Il faut que ça infuse dans l'organisation avec par exemple le responsable IT, le responsable logistique, le responsable bâtiment, qui est responsable de non seulement collecter des données pour chaque année mesurer le bilan, mais également s'occuper de la mise en œuvre des actions. On rajoute un peu une corde à son arc. On s'occupait de l'IT, maintenant, on commence à comprendre ce que ça veut dire l'empreinte du numérique et mettre en place ces actions pour contribuer à la réduction des émissions sur cette partie qui est la partie vraiment que je gère. Et donc, c'est vraiment cette gouvernance qui va faire la différence sur la mise en œuvre et le fait que les entreprises voient des résultats concrets. Et donc, une fois qu'on a mis en place cette structure et ce collectif, on peut avoir un plan d'action qu'on définit et il faut des objectifs par action, il faut des responsables, il faut sûrement un sponsor du COMEX parce qu'il faut valider et potentiellement il y a des budgets ou du temps dédié des gens. Sinon, si ça se faisait par magie, on l'aurait déjà fait. À un moment, la transition, elle va nécessiter des efforts, non pas démesurés, mais quand même des efforts, du temps et un peu d'argent pour mettre en œuvre des vraies actions. Donc c'est important également de définir une trajectoire. S'il faut choisir entre une trajectoire court terme et long terme, nous on conseille de plutôt prendre une trajectoire à court terme, parce que c'est facile de se dire dans 15 ans on va être là, et on refile la patate chaude au suivant. Tandis que si on se dit dans 3 ans on va en être là, en fait on a la probabilité pour qu'on soit encore en poste dans l'entreprise, etc., elle est quand même un peu plus élevée. Donc ça force à vraiment rentrer dans le concret. Et pour la réduction des émissions, on peut pas forcément tout faire tout seul. Enfin, c'est pas vous qui savez changer les fenêtres, installer des bandes de recharge électrique, changer une chaudière et trouver du plastique biosourcé pour du packaging. Donc il faut des partenaires. Et heureusement, il y a plein d'entreprises qui proposent des innovations et qui avancent là-dessus. Donc il faut savoir s'entourer. Une fois de plus, on n'est pas à se faire concurrent sur la réduction des émissions. Faut parler avec les entreprises dans son secteur pour gagner du temps, parce qu'on ne va pas pouvoir être chacun dans son corridor et pas se passer des infos. Et si on fait tout ça, dans ce cas, c'est évidemment pertinent d'en parler en interne, pour valoriser le travail fait par les uns et les autres et pour motiver les salariés, et également en externe. Alors, il y a évidemment des bénéfices marketing, parce qu'on montre qu'on est une entreprise engagée, mais au-delà de ça, il y a une vraie valeur d'exemplarité, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois fier de ce qu'on a fait, et très humble parce qu'il y a quand même encore plein de choses à faire. Donc, il ne faut pas se dire on travaille sur notre trajectoire, sur notre plan d'action, mais on n'en parle pas pour l'instant parce qu'on n'est pas assez mature. Mieux vaut en parler, même si c'est le début. Ça permet ensuite d'avoir des idées qui viennent, des gens qui vous contactent et de créer une dynamique positive dans votre secteur. Parce qu'une fois de plus, on a besoin que toutes les entreprises aillent le plus vite possible sur ces sujets. Donc, c'est important de communiquer là-dessus. Effectivement, parce que le pendant du greenwashing, maintenant, c'est le greenhushing, c'est-à-dire que les entreprises n'osent plus communiquer de peur de la bâche, ce qui est en fait dommage, puisque on se prive aussi d'un potentiel d'idées et de pouvoir et d'inspiration et de progresser ensemble. Et alors, une question pour toi, Elisabeth, autour de dans cette phase de pérennisation, il y a une notion de qui mobiliser en fait en interne. Laurent en parlait un peu. Est-ce que tu peux nous dire chez Ma Bonne Étoile comment vous pérennisez
la démarche dans le temps. Tout à fait. Dans la progression de la méthode ACT, il y a une partie où il y a absolument, en fait, tous les collaborateurs qui s'associent à une création vraiment d'un objectif, d'une raison d'être de notre plan de transition bas carbone. Et ça, c'est une étape, en fait, qui est très riche et très nécessaire pour que tout le monde comprenne vraiment ce qu'on essaie de faire. Déjà, le pourquoi, oui, c'est OK. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire et comment, et où est-ce qu'on se voit aussi, où est-ce qu'on se projette, puisque c'est important aussi d'avoir des récits collectifs, positifs, vers un futur souhaitable. Donc, construire ça ensemble. En plus de personnes spécifiquement impliquées, puisque, comme dit Laurent, travaillant dans la logistique ou dans le supply chain, etc., etc. Merci. Et je finirai par une dernière question avant de prendre toutes les questions qui arrivent. Et donc, petit rappel pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à les mettre dans la partie questions et pas dans le chat. Mais donc, question à tous les deux, justement, comment éviter on va dire, le gouffre du greenwashing. Je voyais une personne mentionner justement les derniers scandales remontés sur le marché de la compensation. Quels sont, vous, vos conseils, vos recommandations en la matière ? Peut-être pour donner quelques conseils, déjà bannir tout ce qui est les termes de compensation, neutralité à l'échelle d'une entreprise, c'est non seulement c'est pas possible physiquement, donc ça boucle pas, et ça marche même pas vis-à-vis du public parce que les gens voient bien que c'est pas crédible. Enfin, pour donner un exemple, EasyJet, maintenant, ils reviennent un peu en arrière sur sur les financements de projets de séquestration carbone, parce qu'en fait, si on met que le vol est neutre carbone, personne n'y croit. Donc, il y a vraiment des termes à bannir, et il y a quelques référentiels, notamment de l'ADEME, qui sont présentés, qui expliquent de manière assez simple comment le faire. Et ensuite, il y a des agences il y a des cabinets qui sont spécialisés sur la communication responsable. On peut faire appel à eux. Sinon, vous pouvez simplement regarder des entreprises engagées, la manière dont elles communiquent. En général, il y a des descriptions sur les blogs des entreprises, sur les rapports d'impact des entreprises engagées, qui expliquent bien la démarche, et on voit l'attention qui est portée sur le wording, sur la hiérarchie entre les différents arguments. Et donc, c'est de ça dont vous pouvez vous inspirer. On peut le faire en interne ou se faire aider. Ce qui est important, c'est que ça ne soit pas juste un sujet qu'on repasse à un département communication, et que ce ne soit pas les personnes qui ont travaillé sur les enjeux environnement qui ne soient pas impliquées dans la partie communication. C'est vraiment, les deux doivent vraiment être liés. Sinon, en fait, quelqu'un qui n'a pas suivi le projet de bilan carbone ou le plan d'action, il ne va pas connaître le contexte, il va vouloir simplifier le wording, et après on se retrouve avec une communication LinkedIn où on dit neutralité alors que c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire. Elisabeth, peut-être un retour d'expérience côté communauté Bicorp ? Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé depuis presque. Donc, aussitôt, on s'est lancé dans le Net Zero en 2019, en 2020. On a tous fait oula. Et heureusement, on a plein aussi d'organisations et d'entités, voilà, je cherche mes mots, qui travaillent sur ces sujets, et notamment l'ADEME Marie a partagé les liens, un super guide sur la neutralité carbone, et de toutes les manières, en général, je conseille à tout le monde de vraiment se mettre sur les 10 principes de la recommandation de développement durable de la ARC, donc la régie de la publicité. Ils sont vraiment top. Si chaque communicant pouvait mémoriser ces 10 principes, ça aidera grandement, puisque c'est des choses simples. C'est la proportionnalité, c'est la loyauté, c'est des principes simples, mais que parfois, on a du mal vraiment à raccrocher avec ce qu'on a l'habitude de voir entre guillemets marketing. Puis on utilise des mots simples qui correspondent à rien, comme planète, etc. Et travailler sa communication, que ce soit en interne ou en externe ou vis-à-vis des clients, c'est quelque chose qui aide tout le monde à mieux comprendre de quoi il s'agit, ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'essayer de vendre plus de choses. C'est pas ça.
Il y a un vrai enjeu de pédagogie, en fait, dans Mm. ce que je retiens aussi de vos 2 interventions. C'est pas juste un sujet d'expert. Et alors, je me fais gardien du temps. J'ai une ultime question pour vous 2, qui est, bah, justement, quel serait votre ultime conseil, pour se lancer, pour celles et ceux qui ont répondu justement: «On n'a pas de stratégie climat aujourd'hui», à notre petit sondage de tout à l'heure? C'est peut-être un peu basique, mais je dirais définir qui va s'occuper de ça dans son entreprise et définir le temps que la personne va pouvoir y dédier et acter ça vraiment. C'est-à-dire que ça va faire partie de sa fiche de poste d'avoir 20 à 50% de son temps sur ces sujets-là. Parce que si on n'acte pas que c'est la responsabilité d'une personne avec du temps préservé pour que la personne puisse se former, puisse mobiliser les collaborateurs et faire le boulot de récupérer les données, faire des calculs, comprendre comment fonctionne le BIA, les référentiels, etc. Si on ne sacralise pas au moins ça, il y a un risque fort que en fait, on n'arrive pas à avancer au rythme souhaité et ça prend du temps. Après, c'est super mobilisateur et les gens, se portent volontaires pour le faire. Ça reste un investissement en temps, pour l'entreprise. Ça sera quand même moins cher et plus efficace de monter en interne en compétences sur ces sujets que de vouloir, déléguer tout à des cabinets externes, parce que de toute façon, le sujet va rester et va devenir de plus en plus exigeant, des années passant. Donc plus tôt on s'en occupe, mieux c'est. Élisabeth, toi, de ton côté? Il me semble que le premier pas, c'est vraiment de se rendre compte juste de l'ampleur du challenge et de notre capacité à agir. Je dis pas notre responsabilité dans la mesure où ça semble un peu beaucoup mettre en fait sur les épaules d'un petit nombre de personnes, mais c'est simplement vraiment de se rendre compte qu'on peut agir positivement, de prendre ça de ce côté-là et de commencer à évidemment mesurer, il faut comprendre de quoi on parle d'abord et comment est-ce qu'on peut un peu améliorer dans une démarche et dans un esprit collectif et sortir en fait des objectifs commercial ou de marketing, d'avoir ce label, notre machin bibi blip. Pire que le carbone, il y a la neutralité plastique. Ne m'en parlez pas. C'est le nouveau greenwashing. Sur le sujet. Bah, et moi de mon côté, je vous conseillerais en tout cas de ne pas limiter le sujet à juste le climat. Ce n'est enfin, un élément d'un contexte plus large qui sont en fait comment aujourd'hui l'humanité vit dans les limites planétaires. Et ce sujet des limites planétaires, en fait, il est traité en fait dans le référentiel Bicorp par plusieurs portes d'entrée. C'est intéressant que tu mentionnes le sujet plastique et donc la pollution des océans associée. Moi, j'ai du coup envie de vous faire un petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout ou ceux qui nous regarderont en replay jusque-là. Si vous vous posez justement la question de comment prendre en main ce référentiel Bicorp, qui est en fait une boussole un peu à 360 de votre impact, qu'ont utilisé Axio et aussi Ma Bonne Étoile et plein d'autres entreprises, dont certaines connectées aujourd'hui. N'hésitez pas à réserver une consultation gratuite avec nous. On vous fait un mini diagnostic de savoir, mais nous, aujourd'hui, on en est où sur Bicorp et où est-ce que c'est possible, pas possible pour mon entreprise.